Alors, en ce jeudi 6 juillet 2017, je vais vous parler de linguistique, et notamment de la langue française. Vous savez que je ne m'enferme pas dans le seul domaine de l'astrologie, ou du judaïsme par exemple, mais que je m'intéresse énormément aussi à la question de la langue française et de son rayonnement dans le monde au travers d'autres langues comme l'anglais ou l'allemand qui ont beaucoup emprunté à cette langue française. Et c'est justement ces emprunts, parfois assez discutables, qui parfois aboutissent à des barbarismes carrément, qui mettent en évidence les complexités de la langue française. En fin de compte, quand on voit trébucher ce qui emprunte au français, on s'aperçoit que la langue française n'est pas si simple que cela, et que par conséquent il y a des pièges. Ce dont je voudrais vous parler aujourd'hui, je vous renvoie à mes autres vidéos sur ce sujet, et mes autres articles, qu'on trouvera assez facilement sur Internet, je suppose, c'est le fait que il y a en français, on pourrait dire, une forme contractée et une forme développée, sans qu'on puisse dire absolument si la forme courte précède la forme longue ou si elle est la réduction ou la contraction de la forme longue. Alors, je crois que quand vous entendez ça, vous ne voyez pas de quoi je veux parler, ce qui montre bien les carences dans l'enseignement du français. On ne décrit pas correctement la langue française. Je vais vous donner un certain nombre d'exemples qui vont vous faire comprendre mieux ce dont je veux parler. Le marqueur du féminin et du masculin, par exemple, si je dis il est gros, c'est une forme brève. Si je dis elle est grosse, c'est une forme longue. Parce qu'il y a plus de lettres, on a ajouté un S et un E. On pourrait dire ça pour de très grand nombre de cas. Généralement, le féminin correspond à la forme longue et le masculin à la forme courte du mot. Grand, grande. Et c'est accentué par le fait qu'en plus, on ne prononce pas la consonne finale en français, donc on ne dit pas grande, on dit grand et grande. Donc non seulement ça s'écrit différemment, mais ça se prononce différemment. Parce que dans d'autres langues, qu'on écrive grand GRND ou GRNDE, ça se prononcerait de la même manière, plus ou moins. Ouais, quoi qu'en allemand, on a par exemple Klein et Kleine. Bon. Mais nous, en plus, ce qui vient compliquer les choses, c'est qu'on a le E muet. D'une part, et deuxièmement, on a cette règle de la non-prononciation de la consonne finale qu'on n'a pas en allemand, puisqu'on dit Klein et non pas Klein, sauf les gens qui s'appellent Klein, évidemment, justement. Mais cette dualité, elle n'est pas limitée à la seule question du masculin et du féminin en français. Nous avons par exemple, dans beaucoup de cas, je prends le mot histoire, il y a l'adjectif historique. Alors, histoire, ce serait la forme courte, et historique, la forme longue. Victoire, victorieux, forme longue. Et on pourrait multiplier à l'infini les exemples comme ça. Grand, grandeur. Beau, beauté. Donc, forme courte, forme longue. Forme d'allongement ou forme de raccourcissement, comme on voudra. Nous avons des cas intéressants, comme par exemple habile, habileté. Parce que quand les Anglais, par exemple, lisent le mot et ils voient le mot ABLE, ils le lisent able. Alors que nous, on dira able.
plutôt capable, si on préfère. Alors si on oppose capable à habileté, on voit bien que habileté est un prolongement, parce qu'on a créé un suffixe, parce qu'on a créé un nom qui va être lié à l'adjectif, en l'occurrence. Et ce qui est intéressant, c'est que les Anglais vont lire le A-B-L-E, ils vont le lire able. Ils vont le lire comme si c'était la forme longue, voyez-vous. Je donne cet exemple parce qu'il est un peu étrange, parce que ça montre bien la perplexité, quelque part, des Anglais face aux emprunts français. D'abord parce qu'ils ne respectent pas cette règle-là au niveau phonique. L'anglais n'a jamais, presque jamais respecté la façon dont on prononçait les mots en français. Il a respecté en revanche l'écriture du français. Et donc, il respecte l'écriture du français, mais en même temps, il n'utilise pas cette écriture comme un point de départ pour un certain travail phonique. Donc en français, on ne peut pas séparer la forme phonique de la forme écrite. Parce que grand, par exemple, ça s'écrit grand, G-R-A-N-D, on le sait, mais ça se prononce grand comme si le D n'existait pas. Donc il y a un jeu de l'oral et de l'écrit qui existe en français et qui en anglais n'existe pas autant, mais malgré tout, ils ont conservé une certaine cristallisation de l'orthographe, qui fait que la plupart des mots français ont préservé leur orthographe en anglais, alors que on aurait pu imaginer que l'anglais aurait modifié cette orthographe en impliquant que l'oral doit modifier l'écrit, comme on le voit par exemple en italien. Alors, nous avons un très grand nombre de cas comme cela. Je prends par exemple le mot labeur, qui donne laborieux. Il y a un changement de voyelle. Ce n'est pas, le français ne se contente pas de mettre à la suite un suffixe. Il va modifier également la voyelle qui fait interface. Pourquoi labeur donne laborieux? Pourquoi le EU de labeur devient le O, le laborieux? Bon, sans parler de la question de savoir si labeur vient de laborieux ou laborieux vient de labeur. Là, en l'occurrence, il semble bien que ce soit laborieux qui vienne de labeur. Mais ce n'est pas forcément toujours aussi flagrant. Donc, on a donc deux types de voyelles. Soit on emprunte, par exemple, on a aussi par exemple le mot labour. Soit on emprunte la voyelle de la forme courte, soit on emprunte la voyelle de la forme longue. Comme si on prend le mot histoire, dont j'ai parlé tout à l'heure, on a histoire, forme courte, et historique, forme longue. Et là, le OI de la forme courte devient le O de la forme longue. Ce qui fait que le mot history en anglais est plus proche au niveau de la voyelle, la dernière voyelle du mot, de la forme longue que la forme courte. Et victory, c'est plus proche de la forme longue, victorieux, que de la forme courte, victoire. Donc, quelque part, l'anglais a opté, quand il emprunte au français, pour la forme longue. Et il a fait l'impasse sur la forme courte, qui probablement était trop complexe, qui posait des problèmes de prononciation plus compliqués, parce qu'effectivement, la forme longue, c'est des voyelles qui sont simples, le O par exemple, la forme courte, c'est des nasales, par exemple, ou des nasales, ou des diphtongues, comme histoire, ça se prononçait autrefois, histoire, etc., qui ne sont pas évidentes. Bon. Donc finalement, il a préféré les voyelles avec la vocalisation avec une voyelle de la forme longue à la vocalisation avec deux voyelles, on ne sait pas toujours très bien comment elles sont prononcées d'ailleurs autrefois, de la forme courte. Ça se comprend. Alors, soit il l'a fait délibérément, soit il l'a fait par erreur,
parce qu'ils ne comprenaient pas très bien ce qui se passait. Mais il faut bien reconnaître que nous avons cette dualité. Et c'est très intéressant parce que quand on veut comparer le français et l'anglais au niveau de certains emprunts, eh bien, là où on s'attendrait en français à la forme courte, on a la forme longue, tout simplement. Et donc il faut toujours comparer au mot anglais le mot français dans sa forme courte et dans sa forme longue pour comprendre comment on est passé du français à l'anglais. Sinon on va dire « Ah, mais c'est l'anglais qui a changé le mot français, qui a modifié la voyelle française. » Pas du tout. Il n'a pas du tout modifié la voyelle française. Il a simplement opté pour le choix long, de préférence au choix court. Mais c'est toujours du français, c'est toujours pris du français. Il ne faut pas donner à l'anglais plus de mérite qu'il ne le mérite, parce qu'effectivement, ce n'est pas une invention de l'anglais d'avoir changé telle et telle voyelle en français. Hein. Quelqu'un va me dire « Ah oui, tiens, c'est curieux, le mot histoire en français est devenu history en anglais. Ah, donc il y a quelque chose qui a été modifié par l'anglais. » Non, ça n'a pas été modifié par l'anglais, simplement qu'au lieu de prendre le mot histoire, ils ont pris le mot historique, et donc ce historique a donné history, etc. Voilà ce que je voulais vous dire, ça mérite réflexion, mais il faut au moins que l'on sache que nous avons cette dualité en français entre le court et le long, non seulement pour le marqueur de masculin et féminin, mais aussi au niveau purement grammatical, entre le mot sous sa forme, disons, de racine, et les dérivations qui peuvent se faire. Les dérivations entraînent généralement une simplification de la forme vocalique.